de vous avoir avec nous ce soir et de vous écouter. Merci. Déjà, on voulait remercier la Fondation Vivre avec le diabète de type 1 de nous avoir proposé de venir vous rencontrer aujourd'hui et de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et donc, notre thème, nous, c'est diabète de type 1 et réseaux sociaux. Mais pour commencer, on va se présenter. Voilà, on est Élise et Anne, on est sœurs jumelles diabétiques de type 1, toutes les deux. On vient de Marseille, en France, dans le sud. La plupart des personnes n'aiment pas les pompes à insuline, mais nous, oui. Comment se présenter sans présenter notre matériel. Donc déjà, on est diabétique, moi, depuis 1996 et Élise depuis 1999. Voilà. On s'adapte. Et donc, Élise porte une boucle fermée Medtronic 780G. Et moi, je porte aujourd'hui, c'est un essai clinique, c'est la boucle fermée Diabeloop avec le Dexcom G6 et une pompe. Alors tout à l'heure, j'ai dit à tout le monde que c'était coréen, mais pas du tout, c'est japonais. Et c'est une pompe qui s'appelle Terumo et qui n'est pas disponible en Suisse et ni en France. Voilà, là, le marquage CE. Et donc, on a 32 ans. On aime bien parler de notre parcours de personnes diabétiques en vous montrant la prochaine slide. Je pense que ça va vous faire réagir. Voilà, ça c'est notre parcours de personnes diabétiques. Donc moi j'ai eu le diabète en 1996 avant Élise. On voit que j'avais 5 ans, donc c'est vrai que c'est mes parents qui géraient mon diabète au départ. Bon, on voit que c'est le carnage, je ne leur en veux pas du tout aujourd'hui, vous inquiétez pas. Élise a eu son diabète en 1999 et on se rend compte qu'il y a eu une grosse période d'adolescence qui a duré très longtemps. Voilà, on a eu une adolescence très longue qui a duré très très longtemps. Où on a une hémoglobine glyquée qui est catastrophique, mais je pense que ça arrive à tout le monde et c'est un petit peu la normalité, on va dire, de l'adolescence. On a envie de lâcher son diabète et de ne pas s'en occuper, donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a un petit peu rompu aussi le lien avec nos équipes médicales. On faisait nos hémoglobines glyquées par formalité, mais on les montrait à personne. En 2010 à peu près, notre papa a été diagnostiqué aussi diabétique de type 1. Et en fait, c'est à ce moment-là, il a rencontré une équipe médicale à Marseille. Il nous a dit, allez les voir, ils sont géniaux. Et donc, on est allé les voir. On avait un petit peu peur qu'ils regardent nos résultats parce qu'on avait des résultats catastrophiques. Et en fait, on s'est rendu compte au premier rendez-vous qu'il n'avait absolument pas regardé nos résultats. Il nous demandait juste comment ça allait, est-ce qu'on arrivait bien à gérer notre diabète. Et donc c'était une conversation totalement normale avec notre soignant et c'est ce qui nous a plu. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on a repris en main notre diabète, c'était à l'âge de 21 ans à peu près. Et on voit par rapport à nos hémoglobines glyquées, ça se voit vraiment, on est revenu dans le vert. Voilà. Et c'est aussi avec l'évolution des traitements. En 1996, on a commencé par des mélanges d'insuline. On se faisait des insulines 2 fois par jour. Il fallait absolument peser tout ce qu'on mangeait. On avait un régime très strict. Donc, par exemple, à l'école... Ah, c'est ma montre. À l'école, on ne faisait pas d'anniversaire, on ne faisait pas de sortie scolaire. C'était assez strict. Et en 2000, on est passé sous le schéma basal-bolus, 5 injections par jour à peu près. Et là, les gens autour de nous, ils nous ont dit, mais vous passez à 2 piqûres par jour, à 5, c'est complètement aberrant, vous faites plus de piqûres. Et en fait, c'était tout simplement pour que notre traitement s'adapte mieux à notre vie, parce qu'on avait envie de vivre une vie quotidienne un petit peu comme tout le monde. Donc ce traitement-là, il permettait de le vivre un petit peu comme tout le monde. Par contre, c'est qu'en 2011, quand on a repris le lien avec notre équipe médicale, où on a fait le stage d'insulinothérapie fonctionnelle. C'est aussi le moment où c'est la première fois qu'on a rencontré d'autres personnes diabétiques parce qu'on a fait un stage avec 6-7 personnes. On était les seuls sous injection. Ils avaient tous des pompes à insuline. Et donc, en 2012, on a dit, nous aussi, on va essayer. Et donc, on est passé sous pompe à insuline et capteur de glycémie. Et aujourd'hui, on a suivi l'évolution des traitements et aujourd'hui, on est sous boucle fermée. Voilà, donc là, on vous a présenté notre parcours résultat de diabète, notre parcours traitement, mais on a aussi un parcours professionnel. Alors bon, déjà, Élise est diététicienne et moi, je suis assistante sociale, mais on a aussi une association qui s'appelle DiabAid, et notre principale activité, c'est de faire des vidéos sur YouTube.
le seul moyen qu'on a trouvé pour vous le présenter, c'est de vous présenter une vidéo. Voilà, donc ça c'est notre principale activité, c'est de faire des vidéos sur YouTube. Bon, les horaires ne sont pas très bons, on fait plus de vidéos par semaine parce qu'on n'a pas trop le temps. On en fait à peu près maintenant 2 par mois et on suit l'actualité. Voilà, on a plusieurs thèmes. Donc d'abord, on a commencé à faire des vidéos sur la généralité plutôt, qu'est-ce que c'est le diabète de type 1, qu'est-ce que c'est le diabète de type 2, pour vraiment s'adresser au grand public, parce que notre volonté pour ouvrir cette chaîne YouTube, c'était vraiment de faire connaître au grand public le diabète. Quand on l'a ouvert en 2014, il n'y avait pas du tout de vidéos sur le diabète. On apprenait à jouer de la guitare sur les réseaux sociaux, on apprenait à se maquiller, et il n'y avait absolument rien. Donc voilà, notre première volonté, c'était vraiment de faire connaître le diabète de type 1, de type 2, les différents types. Et ensuite, on a ouvert une catégorie qui s'appelle les Diab tests, c'est-à-dire qu'on teste du matériel qu'on se procure nous-mêmes, qu'on va acheter à l'étranger beaucoup aussi, parce qu'en France, le matériel est très long à arriver. Donc on teste beaucoup de matériel, on a testé le Dexcom G7 par exemple, qui n'est pas encore en France, etc. On est en train de tester actuellement une application qui a été ouverte par Dr Giacomo, il paraît. Voilà, on est en train de le tester. Et donc on a fait aussi pas mal de vidéos sur les différents traitements. Parce qu'on s'est dit que quand une personne est diabétique de type 1, déjà on a beaucoup d'informations. Quand on va aux consultations médicales, on sait que les soignants n'ont pas toujours le temps de tout expliquer, ça prend du temps. Et donc on s'est dit qu'un patient qui connaissait absolument tout sur son traitement et qui pouvait connaître toutes les possibilités qui existaient, c'est un patient qui pouvait prendre en main sa maladie correctement. Voilà, vous parliez d'auto-soins et d'auto-management, etc. C'est un petit peu ça notre vision des choses aussi. C'est que plus on est informé sur notre pathologie et mieux on arrivera à la prendre en charge. On donne aussi pas mal d'astuces, de trucs et astuces, ça plaît beaucoup. Voilà, parce que c'est vrai que les vidéos YouTube, c'est des vidéos qui s'adressent beaucoup aux adolescents aussi. Quand on n'a pas envie de parler à ses parents ou à son soignant, on va beaucoup sur YouTube. Et donc on parle pas mal d'astuces que nous on utilise dans la vie quotidienne, qui plaisent pas forcément parfois aux soignants quand on donne notre petites astuces de la vie quotidienne. Mais bon, voilà. Et on a le côté aussi un petit peu psychologique, parce que c'est vrai que le diabète, c'est une maladie qu'on a au quotidien, qui impose une grosse charge mentale. On y pense tous les jours, hein, comme a dit le docteur Giacomo, on y pense peut-être 2-3 heures par jour. Donc c'est vrai que... Hein, ah, pardon. Docteur Gastaldi, pardon. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps dans la vie quotidienne. Donc le côté psychologique est très important, notamment pour dédramatiser le diabète, prendre du recul aussi sur certaines situations. On parle aussi beaucoup d'alimentation, parce que c'est
une chose qui est aussi beaucoup en lien avec le diabète. Voilà, tout ce qui est calcul de glucides. On poste aussi pas mal de photos de nous en train de manger des fondus à midi, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et on parle aussi beaucoup de sport parce on a couru 4 marathons. Et donc c'est vrai que c'est une activité qu'on pratique beaucoup et on explique voilà, aux personnes que c'est quelque chose qui est faisable, qu'on peut faire en ayant un diabète de type 1 et ça permet de dédramatiser la maladie. Et on est aussi du coup présente sur tous les réseaux sociaux, ce que va vous expliquer Élise. Oui, merci. Ça marche? Vous m'entendez bien? Du coup, en effet, au début, quand on a lancé DiabAid, au début, quand on a lancé DiabAid, donc c'était principalement une chaîne YouTube et une page Facebook. Et un jour, on fait une intervention avec des adolescents et on dit bon ben voilà, on est sur YouTube et sur Facebook. Et là, on nous a répondu mais comment Facebook c'est pour les vieux? Ah, bon. Donc on a ouvert Instagram, Snapchat, tout ça, voilà. On a essayé de toucher aussi les adolescents. Donc en fait, sur ces différents réseaux sociaux, déjà on est suivi par différents nombres de personnes, parce que bien sûr Facebook ça a été le premier réseau social, donc bien sûr il y a le plus de personnes. Et en fait chaque réseau social ne s'adresse pas au même public et on ne l'utilise pas de la même manière. C'est-à-dire que chacun a son âge cible. Donc Facebook c'est les 30-50 ans, voilà. Et puis après, plus on va vers Instagram, Snapchat, TikTok, voilà, tout ça, c'est plutôt pour les jeunes adultes, les ados, 13, 25 ans à peu près, 35 pour Instagram. Et après, quand on va sur des réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn, c'est plutôt pour des professionnels qui sont un peu plus âgés, du coup. Mais voilà, Twitter plutôt 20-40. Et on va dire que c'est plutôt un réseau social pour aussi à l'international, parce que c'est beaucoup utilisé dans des pays comme les États-Unis ou d'autres pays. Et LinkedIn plutôt professionnel, parce que y a toutes les entreprises du diabète qui ont des pages sur LinkedIn. Donc du coup, voilà. Et en fait, chaque réseau nous sert un peu à différentes choses. On va dire que le plus complet, ça va être Facebook, puisqu'on peut faire différentes choses de publication, que ce soit partage de la vidéo YouTube, mais aussi une publication avec une photo, avec un événement comme celui d'aujourd'hui, voilà, des choses comme ça. On peut créer des groupes aussi. Donc par exemple, quand on m'a installé la Medtronic 780G, j'ai dit je vais faire un groupe Facebook Medtronic 780G France. Comme ça, tous les patients, parce qu'au début c'était très rare en fait, donc on n'était pas beaucoup de patients à l'utiliser. Donc j'ai dit comme ça, tous les patients pouvoir aller sur le groupe et en fait à chaque fois qu'il y a une nouveauté ou une information importante, un patient le met sur le groupe et on a tous l'information. Et c'est aussi intéressant pour les messages privés, parce que bien sûr, il y a des commentaires sur chaque publication voilà, auxquels on répond, ou parfois les patients se répondent ensemble entre eux. Et puis après, on a parfois des messages privés avec des questions soit plus personnelles, ou soit des personnes qui ont besoin aussi de se confier sur leur vie privée, voilà, leur dernière découverte de diabète, leur vécu, etc. Et ça permet aussi d'échanger avec les personnes. YouTube, principalement vidéo. Instagram, on va poster des photos et beaucoup de stories aussi. Anne, elle passe son temps à se prendre en photo et à publier ça sur Instagram. Voilà, la tenue du jour, le repas du midi. Mais voilà, c'est des choses qui nous permettent aussi de montrer aux personnes ce qu'on fait de bien, mais aussi de pas tout à fait bien, comme la fondue par exemple, ou alors le chocolat chaud avec les petites meringues que j'ai mangées hier chez mon coiffeur, voilà, par exemple. Et ça permet aussi d'échanger des messages privés. Et dessus, on a aussi ouvert un canal de diffusion qui s'appelle Diabonné, sur lequel on publie, c'est un peu plus intimiste, on va dire, sur lequel on publie des fois des glycémies ou alors des sondages, on demande aux personnes ce qu'ils pensent de telle ou telle chose. Snapchat, c'est le truc pour les jeunes. Alors, c'est plutôt story et messages temporaires, vraiment. Et comme ça, on a des réponses, on discute avec les ados. Twitter, publication, voilà, vraiment pour informer très, très simplement. TikTok, c'est des vidéos courtes. Voilà, on n'a pas le choix. C'est, je ne sais plus combien, 1 minute max. Enfin, c'est des vidéos très courtes. Donc souvent, c'est quand on publie sur TikTok, c'est vraiment des vidéos qui sont spécifiques à TikTok. On les fait que pour ça, parce que c'est vraiment le réseau social vidéo courte par excellence. Et après, LinkedIn, ça va être voilà, tout ce qui est information pour le professionnel. Donc, on publie nos vidéos, on publie nos publications, nos photos, etc. Mais on partage aussi pas mal d'événements, de choses qu'on fait, etc.
Et donc, pour préparer cette intervention, on a fait quelques recherches sur des chiffres parce que on s'est dit ah bah oui, on va parler de diabète et de réseaux sociaux. Quelle est la place du diabète et de la santé sur les réseaux sociaux? Donc, 90% des internautes consultent le web pour chercher des informations sur sa santé avant d'aller voir leur médecin. Alors, on n'a pas le chiffre après, mais je pense que quand on a vu le médecin, on va tous voir sur Internet si ce qu'il dit c'est vrai. Voilà. Donc, voilà, mais je pense qu'on est tous un peu à faire ça avant-après. 75% des Français déclarent utiliser YouTube pour apprendre sur des sujets qui les intéressent. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on s'est lancé. Nous, on apprenait, voilà, comme Anne l'a dit, à se maquiller, à se coiffer, la guitare, le piano, on peut apprendre des choses comme ça. Donc pourquoi pas aussi apprendre sur le diabète. Et enfin, les tutos sur Internet ont la 3e place des thèmes préférés des Français après l'humour et la musique. Et voilà. Et c'est là aussi qu'on voit que quand nous on publie une vidéo sur comment on utilise la pompe Medtronic, comment on pose un capteur Dexcom, etc., c'est des vidéos qui font beaucoup de vues parce qu'en fait c'est des tutos simples. Parfois les patients la regardent avant d'aller voir leur médecin, avant de faire un atelier, avant d'aller en hospitalisation, etc., mais aussi pendant qu'ils ont le capteur, parce que parfois on a la formation à l'hôpital, on rentre à la maison, on ne se rappelle pas forcément de la façon de faire, et donc des fois les patients vont voir la vidéo sur notre chaîne YouTube pour se rappeler un peu comment on pose le capteur ou la pompe. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, c'est super. Jusqu'à maintenant, on vous a donné plein de bons côtés. Mais il y a aussi beaucoup de très mauvais côtés des réseaux sociaux. C'est un peu parfois redouté par les équipes soignantes, par les médecins, parce qu'il y a parfois des mauvais conseils, on dirait, enfin des conseils tout court même, de personnes qui vont se permettre de dire à un patient utilise cette pompe, utilise ce capteur, alors qu'en fait ça dépend un peu de chacun. Donc nous on a souvent des questions de patients qui nous demandent qu'est-ce que vous me conseillez comme capteur, comme pompe. Alors on leur conseille rien, on leur donne juste toutes les pompes qui existent, toutes les caractéristiques, et après on leur dit c'est à vous de choisir, parce que déjà nous deux on n'a pas la même chose. Donc s'il faut encore qu'on conseille des personnes sur ce qui... Voilà, ça dépend vraiment de chacun, de chaque vie, etc. Après, c'est un réseau social sur lequel voilà, on peut rencontrer des personnes Cette photo du milieu, elle est un peu ambivalente, parce que ça peut être des personnes qui se prennent pour des médecins sur les réseaux sociaux, qui vont avoir envie forcément de soigner la personne, etc. Et puis, ça parle aussi du fait que le réseau social, ça peut être très redouté par les médecins, par les équipes soignantes, etc., pour ces raisons-là. Et enfin, la dernière chose qu'on a relevée des réseaux sociaux, c'est souvent que ça peut culpabiliser le patient. Nous, on publie beaucoup de photos de nos courbes de glycémie, pour dire bon, voilà, j'ai mangé une fondue, je vous montre ma glycémie de l'après-midi, elle est super. Bon, voilà. Mais ça peut avoir un peu une tendance à culpabiliser le patient, parce qu'on n'a pas tous ces glycémies-là après un repas. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément y arriver, etc. Donc ça peut avoir tendance à culpabiliser le patient sur ça. Et donc, du coup, on vous a mis 2 exemples plutôt récents. Excusez-nous pour la photo du bas. En fait, ce monsieur-là, monsieur Casasnovas, il a sorti une vidéo il y a 6 ans qui s'appelle « Comprendre et soigner les diabètes naturellement ». Alors, il faut savoir que le titre n'était pas celui-ci au début. Au début, c'était un titre un peu plus « Soigner le diabète de type 1 », voilà, ou un truc comme ça. Nous, on l'a regardé et on a dit « Oula, ça, c'est quand même très étonnant », sachant que c'est des choses comme boire des jus de légumes, des choses comme ça. Donc, faire des jeûnes aussi très longs, boire de l'eau, etc. Et donc, il promettait aux patients de soigner le diabète, tout simplement. Et donc, nous, on a dit, OK, on va faire une vidéo dans laquelle on va regarder sa vidéo et on va commenter, voire critiquer même un peu ce qu'il dit. Et donc, on a sorti ça. Et voilà, on l'a sorti vraiment en se disant, il faut qu'on enlève un peu tous ces arguments. Donc, au début, il parle de maladies auto-immunes, etc. Donc, tout le long de la vidéo, on critique un petit peu. Et il faut savoir que quand on l'a sorti, on ne s'attendait pas du tout à la réaction qu'elle allait voir cette vidéo. Déjà, elle a fait beaucoup de vues. Elle a fait 84 000 vues, c'est énorme. Enfin, nous, quand on sort une vidéo, ça fait 1000 vues au mieux, quoi, mais pas autant. Et on a eu plein de commentaires très sympathiques. Je vous laisse les lire. Voilà, on a eu beaucoup de commentaires très bons, mais on a eu aussi beaucoup de commentaires très méchants. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on se lance sur les réseaux sociaux, il faut aussi avoir une carapace et se protéger, parce que c'est un lieu de harcèlement, tout simplement. Tout le monde y va de ses critiques, de ses menaces, de ses commentaires gentils. Voilà.
c'est sympa. Voilà, donc bon, après on a eu beaucoup de messages très gentils aussi, hein, on ne les a pas mis, mais... Mais voilà, donc il faut savoir se protéger aussi, c'est-à-dire que quand on est ado ou même jeune adulte, etc., qu'on se lance sur les réseaux sociaux, il faut aussi savoir que derrière, il peut y avoir des choses comme ça. Et il faut savoir se protéger contre ça. Et après, l'exemple suivant, c'est... si j'arrive à le mettre... c'est un exemple très récent. Quand on est patient diabétique ou médecin ou dans le milieu du diabète, qu'on fait beaucoup de recherches sur Internet sur le diabète et qu'on est sur les réseaux sociaux, il y a des pubs ciblées qui nous arrivent dessus parce qu'on sait qu'on fait des recherches sur le diabète et du coup, vous avez sûrement dû croiser ça, mais il y a quelques mois de ça, donc ça c'est un article de février 2023, il y a BFM qui publie un article, l'Apple Watch pourrait bientôt mesurer la glycémie pour suivre et détecter un diabète. Donc ça c'est en février. Voilà. En mars, donc un mois après, il y a un autre article qui sort, finalement le capteur n'arrivera pas avant plusieurs années. Donc ça c'est sur un mois. Voilà. Et donc, quand on suit beaucoup le diabète, quand on fait des recherches sur le diabète sur Internet, on a des pubs ciblées, comme je le disais. Et donc là, on a vu arriver plein de pubs de montres connectées, comme ça, qui vantent le mérite de prendre la glycémie sans faire de piqûre. Et donc là, on a dit, oula, en plus, tout le monde nous envoyait des articles, des liens, etc., pour qu'on aille voir et qu'on donne notre avis, savoir ce qu'on en pensait, etc. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va l'acheter. Donc on en a acheté 2, les 2 premières, et on les a reçues très rapidement. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ces montres ne prenaient pas la glycémie sans faire de piqûre, qu'elles étaient même, elles étaient nulles, quoi. Enfin, je veux dire, pour vous donner, j'ai que les glycémies en grammes par litre, mais bon, quand j'étais très en hyperglycémie, la montre affichait souvent une glycémie, mais c'était en millimoles en plus, autour de 5 millimoles, parce que c'était des montres qui donnaient en millimoles, donc c'était toujours autour des 5, 5,3, 5,4, mais j'étais toujours à 3 grammes, mais enfin, 3 grammes ça fait 14 je crois, hein, c'est ça, ouais. 14 millimoles. 16. Voilà, donc la montre affichait toujours des très très bonnes glycémies, donc on s'est rendu compte que finalement c'était des arnaques pures. Et donc là, voilà, la prochaine vidéo qui sort sur notre chaîne YouTube, c'est une vidéo sur ça, parce que nous, notre but, c'est aussi de préserver et de protéger, voilà, des arnaques comme ça sur Internet. Donc du coup, on a dit, bon, on va l'acheter, on va la tester. Et puis après, sur les points positifs des réseaux sociaux, parce qu'il y en a quand même beaucoup, le premier, c'est l'entraide entre patients. Comme on l'a dit, tout le monde met des commentaires, d'autres personnes y répondent. Parfois, il y a des commentaires un peu durs sur les réseaux sociaux de personnes qui sont vraiment dans la difficulté, dans le besoin, etc. Et en dessous, on a la réponse, par exemple, d'une maman qui a un enfant diabétique qui répond. Voilà. Enfin, c'est vraiment de l'entraide entre patients. C'est aussi beaucoup de partage, donc nous, de notre côté, du partage d'informations, du partage d'expériences, mais il y a aussi beaucoup de ça sur les réseaux sociaux. Et après, nous, on a mis en avant aussi un dernier point positif, c'est ce qui est de l'orientation du patient, parce que vous savez qu'en France, ou même en Suisse, on a beaucoup d'interlocuteurs quand on est patient, que ce soit le médecin, l'infirmier, le nutritionniste, le pharmacien. Chez nous, on a aussi le prestataire de santé qui gère la pompe à insuline, le capteur, etc. Du coup, on a beaucoup de monde autour, et des fois, le patient ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et donc, souvent, les patients nous envoient des messages, on leur dit peut-être aller voir votre pharmacien, demandez-lui, aller voir le prestataire, etc. Donc ça permet aussi d'orienter le patient vers le bon interlocuteur en cas de besoin. Et du coup, dans les exemples, on a mis ce premier exemple, c'est le fait de déculpabiliser, d'échanger, de partager. Donc là, c'est une publication qu'on a fait en 2018 ou 2016. Comme on voit, c'est une belle courbe de glycémie qui est très plate, mais un peu trop haute. Plate, mais au-dessus de 200. Et en fait, on voit un peu les commentaires des gens qui disent « c'est tout à fait ça », qui rigolent. Enfin voilà, c'est aussi le fait de montrer ce qui n'est pas parfait, puisque rien n'est parfait dans le diabète. Et donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet aussi aux personnes de mettre des commentaires, d'échanger, de voir qu'on est tous un peu pareils, quoi, finalement. L'exemple suivant, c'est donc apporter de l'information aux patients. Donc là, par exemple, cette vidéo de 2021 dans laquelle on présente toutes les pompes à insuline que nous, on a de disponibles en France. Donc voilà, les 6 pompes à insuline qu'on avait en France. Et enfin, le fait de montrer, ça c'est un truc aussi dont on voulait vous parler ce soir, c'est que
C'est important pour nous sur les réseaux sociaux de montrer des choses aux patients, notamment le fait de courir un marathon, le fait de monter à 5200 mètres d'altitude au Pérou avec son diabète, de montrer que ce n'est pas impossible quand on a un diabète. C'est aussi le fait de montrer qu'on mange des choses sucrées, même quand on a un diabète, parce que parfois, quand on publie quelque chose comme ça, après on a une réponse de personnes diabétiques elles-mêmes ou alors de proches de personnes diabétiques qui vont nous dire « Ah ben moi, je n'ai jamais fait ça parce qu'on m'a toujours interdit de le faire ou alors j'ai jamais osé. » Et donc du coup, ils vont cette fois-ci oser le faire et trouver des techniques. Et après, la dernière chose, ça on nous a beaucoup fait le retour aussi, c'est le fait de montrer la pose d'un capteur ou d'une pompe. Notamment une maman d'un enfant diabétique qui nous avait dit « J'ai montré votre vidéo sur le Dexcom G7. Là, Anne, on dirait qu'elle a mal, mais elle n'a pas mal en fait. » Voilà. Et en fait, au moment où on le pose, on entend le clac, ça se pose, et en fait, on n'a pas de réaction plus que ça, puisque ça ne fait pas mal. Et la maman nous a dit, ma fille a vu que vous avez vu le mettre et a vu que ça faisait pas mal, donc elle a décidé de tester ce capteur. Et donc c'est là qu'on s'est dit, finalement, simplement de montrer ça, ça peut parfois faire avancer un peu aussi la décision du patient, le cheminement vers un meilleur traitement. Voilà. Et voilà, donc tout ça pour dire que les réseaux sociaux, ça a une place quand même importante dans les maladies chroniques, de plus en plus d'année en année, parce qu'en effet, les technologies évoluent à une vitesse folle, les patients n'y arrivent pas toujours à s'y retrouver, aussi les professionnels de santé, c'est vrai. Et du coup, avec le temps, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux pouvaient être utiles aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Et c'est dans ça que nous aussi, on se positionne en tant que réseaux sociaux, mais aussi associations. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Merci.